2 chiffres ont suffi à faire vaciller un pays entier. Au pied du volcan Sangandi, les géologues parlent désormais d'un gisement de plus de 10 km² et de près de 3 milliards de carats, une masse de diamants bruts capable de reconfigurer le Burkina Faso. Mais que signifierait une telle secousse pour Ibrahim Traoré, pour votre propre avenir et pour chaque famille burkinabé? Dans les couloirs calmes d'Ouagadougou, comme au fond des galeries encore vierges, une seule question flotte désormais dans l'air. Ce diamant fera-t-il naître une renaissance ou la prochaine grande malédiction du Burkina Faso? Ce récit promet d'ouvrir les portes d'un moment charnière où un pays entier se retrouve face à une richesse capable de transformer, en quelques années seulement, toutes les trajectoires économiques et sociales connues jusqu'ici. La promesse centrale tient en 10 mots: comprendre comment une découverte peut redessiner un destin national. Mais cette promesse n'a de valeur que si elle s'accompagne d'un regard lucide sur les risques immédiats: l'afflux d'intérêts étrangers, les ruptures internes, les tensions autour des concessions minières et la capacité réelle de l'État à absorber un choc d'une telle amplitude. Dans cet épisode, l'enjeu dépasse de loin la simple exploitation d'un gisement. Il s'agit de savoir si une nation peut défendre son autonomie face aux désirs voraces du monde et si son appareil politique possède la maturité nécessaire pour résister aux dérives qui, ailleurs, ont englouti des générations. Et une question traverse déjà les rues d'Ouagadougou: la découverte deviendra-t-elle une chance historique ou un test impitoyable de cohésion nationale? La première révélation frappe dès les mesures initiales. Les capteurs satellitaires ont confirmé une masse cristalline continue sur plus de 10 km², un volume si dense qu'il rivalise avec les plus grands gisements connus. La seconde révélation, encore plus inattendue, tient dans la concordance des données chinoises et burkinabées, montrant une structure géologique intacte où pourraient se trouver jusqu'à 3 milliards de carats, un chiffre qui modifie instantanément l'équilibre géopolitique de la région. Ce double constat a provoqué un basculement discret mais tangible dans les couloirs du pouvoir, là où Ibrahim Traoré, silencieux face au premier rapport, a compris qu'aucune décision ne pourrait désormais être anodine. Les échos captés dans la roche n'étaient d'abord qu'une anomalie technique, un bruit parasite que les ingénieurs tentaient de recadrer. Pourtant, au fil des vérifications, la profondeur du phénomène s'est imposée. La formation souterraine n'était pas une poche isolée, mais un corps massif, cohérent, quasiment sculpté par les pressions internes du volcan Sangandi. Cette confirmation a déclenché en quelques heures un enchaînement d'événements que personne n'avait anticipé. À Ouagadougou, les stations de radio ont interrompu leur programme, les marchés se sont figés et les premières foules se sont rassemblées autour des écrans pour suivre les annonces officielles. Les ministres ont tenu une réunion d'urgence, conscients que les implications économiques dépassaient tout ce que le pays avait connu jusqu'alors. Dans le Sahel, les commerçants ont relayé la nouvelle comme un souffle venu d'ailleurs, tandis que les premiers dispositifs militaires sécurisaient discrètement la zone. La réaction internationale n'a pas tardé. Les analystes, partagés entre admiration et inquiétude, évoquaient déjà une possible reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales. À l'intérieur du pays, la surprise a laissé place à une forme de vertige collectif. Si la Terre avait parlé, selon l'expression qui circulait dans les rues, qui allait désormais la protéger? Et surtout, comment ce trésor national serait-il géré sans répéter les erreurs qui ont marqué l'histoire minière africaine? Le décor était posé, une découverte immense, un pays suspendu et un dirigeant, Ibrahim Traoré, à la frontière d'un choix qui engageait tout un avenir. Dans les premières 48 heures suivant l'annonce, une figure s'est imposée comme fil conducteur pour comprendre l'onde de choc. Un ingénieur burkinabé chargé des relevés initiaux, témoin direct de la montée en tension autour du volcan Sangandi.
Son équipe, habituée au forage modeste et au diagnostic prudent, a vu les données se bousculer à une vitesse inhabituelle, chaque nouvelle lecture confirmant un volume minéral dont l'ampleur dépassait toutes les projections. La prudence scientifique l'empêchait de se prononcer, mais il percevait déjà que le pays avait franchi un seuil irréversible. À Ouagadougou, une autre voie s'est ajoutée à cette trajectoire, celle d'une économiste locale consultée dès les premières heures par le cabinet présidentiel pour comprendre les conséquences sociales immédiates. Elle observait la réaction des marchés, le ralentissement soudain des circulations, la manière dont les commerçants interrompaient dans leurs gestes quotidiens pour scruter les écrans. Pour elle, le signe le plus révélateur n'était pas la promesse économique, mais l'apparition rapide d'un imaginaire collectif où la richesse devenait soudain palpable. Ces deux récits, celui du terrain et celui de la capitale, esquissaient les premières lignes d'un choc national. L'ingénieur voyait le poids matériel du gisement. L'économiste percevait la charge émotionnelle qui se diffusait. Ensemble, ils incarnent la transition entre une surprise géologique et une mutation sociale en formation, alors que les ministères tentaient encore de mesurer la portée exacte des événements. Dans ce contexte naissant, une question dominait déjà les conversations. Comment transformer une promesse brute en stabilité durable sans perdre le contrôle politique qui jusqu'ici tenait encore l'équilibre du pays? Et la vraie portée de ce bouleversement tenait en 12 mots. Une découverte peut modifier les comportements avant même de modifier l'économie. L'activation eut lieu avant même que les ministres ne réalisent l'ampleur de ce qui se jouait. Dès l'aube suivant la confirmation satellitaire, les premières unités de l'armée burkinabé furent déployées autour du volcan Sangandi, non pas dans une démonstration de force, mais dans un silence discipliné destiné à éviter tout afflux incontrôlé de curieux ou d'opportunistes. Les ingénieurs chinois, eux, transmettaient leurs relevés sans commentaires superflus, conscients que chaque donnée publiée pouvait déclencher une avalanche de spéculations internationales. Cette phase initiale, brève mais décisive, construisait déjà le cadre d'un basculement national. Dans les couloirs d'Ouagadougou, le mouvement suivant prit la forme d'une effervescence maîtrisée. Les ministres se succédaient dans une salle de crise improvisée où s'affichait, en grand format, la carte du gisement nouvellement révélée. Les visages restaient enfermés, chacun comprenant que le moindre mot pouvait être interprété comme un signal politique. Les téléphones vibraient sans arrêt. Ambassades, organismes internationaux, entreprises minières, tous cherchaient à obtenir des fragments d'informations. Les analystes du ministère de l'économie tentaient, dans l'urgence, de poser les premières équations d'impact, tout en sachant que les marges d'erreur resteraient colossales tant que les volumes exacts n'auraient pas été confirmés. La phase de climax survint lorsque la nouvelle parvint, amplifiée aux puissances étrangères. Les premières offres d'investissement arrivèrent en cascade. Certaines provenaient de groupes miniers historiques, d'autres de consortiums plus récents, cherchant à prendre pied dans une région qu'ils avaient longtemps négligée. Cette déferlante attisa les inquiétudes les plus anciennes du pays, celles liées à un passé marqué par les concessions déséquilibrées, les partenariats précipités, les décisions prises pour pression. Dans cet instant de montée brutale des puissances extérieures, un élément central retint l'attention. L'attitude d'Ibrahim Traoré restait étrangement silencieux, comme pour figer l'annonce dans une temporalité qu'il pouvait encore contrôler. Les rues, elles, vibraient au rythme de la rumeur. Dans les marchés du Sahel, les conversations s'arrêtaient dès qu'un poste de radio diffusait la moindre mise à jour. À Ouagadougou, les foules se massaient spontanément près des écrans publics pour écouter les interventions des journalistes nationaux,
qui parlaient avec un mélange d'excitation et de prudence. Les mots nouveau départ circulaient déjà, mais toujours accompagnés de leur ombre, la malédiction des ressources, expression redoutée que plusieurs intellectuels avaient rappelée lors des premières interviews. Puis vint la phase de résonance, le moment où l'événement cesse d'être un fait et devient un débat public. Les syndicats se sont manifestés, exigeant des garanties sociales. Les associations paysannes ont demandé des assurances sur la répartition des bénéfices. Les universitaires ont appelé à une approche méthodique et souveraine. Les radios communautaires, souvent les premières à capter l'humeur nationale, diffusaient des témoignages de citoyens qui voyaient dans cette découverte soit un tournant salvateur, soit le commencement d'un long combat pour protéger la terre des influences extérieures. Cette montée progressive des tensions et des attentes culmina en une prise de conscience collective. La découverte du diamant dépassait de loin son aspect géologique. Elle activait des mémoires politiques, réveillait des blessures anciennes, mais offrait aussi une brèche où pouvait se dessiner un avenir différent. Dans cette chronologie dense, chaque geste comptait, chaque mot pouvait infléchir la trajectoire d'un pays. Les premières mesures établissent un seuil clair, le gisement identifié autour du volcan. Songandi couvre plus de 10 km², une étendue minérale qui dépasse plusieurs sites majeurs déjà répertoriés en Afrique australe. Cette superficie n'est pas seulement un chiffre impressionnant, elle indique surtout que la formation géologique n'est pas un amas isolé, mais un corps continu dont la cohérence interne laisse présager une exploitation à long terme sans fragmentation précoce. Pour les ingénieurs burkinabés, cette donnée fixe un cadre, une zone d'extraction suffisamment large pour être industrialisée, mais suffisamment sensible pour nécessiter une gestion progressive et contrôlée. Le deuxième chiffre renforce cette idée d'exception. Les relevés satellitaires et les forages préliminaires convergent vers une estimation maximale d'environ 3 milliards de carats de diamants bruts enfouis. Ce volume potentiel, rarement atteint dans les archives géologiques mondiales, ne représente pas seulement une valeur marchande théorique, il constitue surtout un indicateur de pression stratégique, car un tel volume implique des décennies d'activité minière, des centaines de milliers d'emplois indirects et surtout une exposition immédiate aux intérêts internationaux. Même s'il s'agit d'une projection, les experts rappellent que sa portée dépasse l'économie. Un gisement de cette taille réoriente mécaniquement les équilibres régionaux et place le Burkina Faso dans une position que peu de nations peuvent anticiper sans tension profonde. Le troisième repère chiffré provient des analyses socio-économiques menées en urgence. Une étude réalisée avec l'appui d'organismes internationaux estime qu'une exploitation structurée pourrait générer, dans un scénario idéal, jusqu'à 50 000 emplois directs et près de 100 000 emplois indirects. Ce double indicateur n'est pas une promesse, mais un horizon de travail. Il montre que la manne financière potentielle n'est pas uniquement un flux monétaire, c'est aussi une dynamique sociale capable d'absorber une partie du chômage rural, de renforcer les filières de transformation et de soutenir des infrastructures locales, souvent laissées de côté dans les plans de développement traditionnels. Les économistes insistent toutefois sur un point central. Ces chiffres n'ont de sens que si les revenus sont redistribués de manière transparente et si les mécanismes de contrôle sont suffisamment solides pour éviter les détournements qui, ailleurs en Afrique, ont englouti des décennies de croissance. Ces trois repères, surface, volume, emploi, composent la base sur laquelle repose désormais tout débat public. Ils fournissent une arête centrale autour de laquelle le pays devra organiser ses choix politiques, ses alliances économiques et son rythme de transformation.
Le gouvernement comprend que la pression internationale, déjà palpable depuis les premières annonces, se structurera autour de ces trois axes. Et tandis que les analystes locaux prennent la mesure du choc, un constat s'impose. La force de cette découverte ne réside pas uniquement dans ce qu'elle contient, mais dans ce qu'elle oblige à voir, à anticiper et à régler. Pour la première fois depuis longtemps, le Burkina Faso doit penser en décennies plutôt qu'en cycles annuels et accepter que ces chiffres deviennent les points cardinaux d'un avenir dont les contours ne sont encore qu'esquissés. Deux thèses majeures structurent désormais le débat national autour du gisement de Sangandi. La première, défendue par une partie du gouvernement et plusieurs économistes favorables à une ouverture rapide, affirme qu'une exploitation accélérée, incluant des partenariats internationaux, permettrait d'injecter immédiatement des capitaux, de réduire la pauvreté par un effet de levier massif et de transformer le Burkina Faso en pôle économique régional. Selon cette vision, l'urgence n'est pas de protéger la ressource mais de l'activer. Plus vite les infrastructures minières seront opérationnelles, plus vite les recettes fiscales, les emplois directs et les investissements secondaires commenceront à se déployer. Cette position met en avant l'exemple de pays ayant su tirer profit de découvertes majeures en évitant l'inertie administrative, arguant qu'un pays en développement ne peut se permettre de laisser dormir une richesse aussi colossale. La seconde thèse, plus prudente, est portée par des intellectuels, des associations locales et certains ministres, insiste sur la souveraineté et la maîtrise intégrale de la chaîne de valeur. Pour ces acteurs, accepter une ouverture rapide reviendrait à répéter les erreurs du passé. Concessions défavorables, dépendance technologique, perte de contrôle sur les prix et captation des bénéfices par des entreprises étrangères. Il souligne que de nombreuses nations africaines, malgré des ressources abondantes, ont vu leur développement entravé par des contrats déséquilibrés et un manque de régulation. Ce camp défend la nécessité de créer une industrie locale de transformation, de renforcer la gouvernance minière et de placer la ressource sous un cadre institutionnel transparent capable de résister aux pressions extérieures. La force du moment réside dans l'articulation de ces deux arguments et la réfutation n'ignore aucune donnée disponible. Les faits, les faits montrent que les deux chemins comportent des risques réels, mais les éléments déjà confirmés, surface du gisement, volume estimé, pression internationale immédiate, indiquent qu'une ouverture précipitée pourrait réduire la marge de manœuvre du pays pour plusieurs décennies. Le seul point stable observable dans les premiers jours suivant la découverte est que toute décision durable nécessite un contrôle national robuste. Sans cela, le gisement pourrait rapidement devenir un facteur de division plutôt qu'un moteur de transformation. Le moment clé est survenu lorsque Ibrahim Traoré a, pour la première fois, pris la parole publiquement. Au lieu de se laisser emporter par l'euphorie de la découverte, il a formulé une déclaration sobre mais percutante. Ce diamant n'est pas notre fortune, c'est notre responsabilité. Ce fut une réorientation brutale du discours national, un appel à la réflexion collective qui allait bien au-delà de l'immédiate gratification économique. Ce tournant a fait basculer le regard porté sur la découverte. Ce n'était plus uniquement une opportunité matérielle, mais un test moral et politique. En déclarant que la ressource appartenait d'abord à la nation, Traoré insérait une nouvelle question dans le débat. Comment cette richesse pourrait-elle être utilisée pour bâtir un avenir solidaire et juste, tout en évitant les pièges de l'exploitation externe? Derrière ce message se cache une idée sous-jacente. L'exploitation ne serait pas un processus linéaire, ni une réponse simple à une demande mondiale. Ce serait d'un parcours semé d'embûches, dont l'objectif ultime serait de garantir que chaque Burkinabé puisse en bénéficier, d'une manière ou d'une autre. Ce revirement symbolique annonçait la rupture avec un modèle de développement basé sur la simple extraction des ressources
et préparer la nation à une épreuve de maturité. L'annonce de la découverte du diamant a ouvert une brèche dans l'économie burkinabé, révélant non seulement les potentialités d'un changement radical, mais aussi les fissures de l'ordre social et politique. Si l'exploitation du gisement est menée de manière transparente, avec une attention particulière à la régulation interne, le Burkina Faso pourrait bien connaître une croissance exponentielle, transformant son PIB en une fraction de ce qu'il est aujourd'hui. Les premières projections économiques suggèrent un bond de 10 à 15 fois la taille actuelle de l'économie en moins de 5 ans, à condition que les bénéfices soient équitablement répartis. Une partie de cette richesse pourrait être réinvestie dans des infrastructures locales, l'éducation et des programmes de santé publique. Dans les rues de Ouagadougou et dans les villages éloignés, l'enthousiasme est palpable. Les Burkinabés se prennent à rêver d'une prospérité qui semblait jusqu'alors hors de portée. Cependant, ce rêve vient avec son lot d'incertitudes. Le pays reste profondément divisé sur la manière de gérer cette nouvelle richesse. D'un côté, les élites locales et les investisseurs étrangers pressent pour une exploitation rapide, mais ces propositions risquent d'accentuer les inégalités économiques déjà présentes. Les grandes entreprises minières mondiales, qui ont depuis longtemps exploré les possibilités d'expansion en Afrique, voient dans ce gisement une occasion en or d'établir une base durable. Mais ces projets pourraient laisser de côté les populations rurales, souvent les plus pauvres. De l'autre côté, une série d'organisations locales, des syndicats et des militants des droits humains plaident pour un modèle de développement plus juste et plus inclusif. Pour eux, il est impératif que l'exploitation minière n'entraîne pas une nouvelle malédiction des ressources comme celle que l'on a pu observer en République démocratique du Congo ou en Guinée. Ils insistent sur la nécessité de construire une infrastructure de transformation locale où les produits dérivés du diamant seraient traités et valorisés sur place, créant ainsi des emplois permanents et générant des revenus durables pour les communautés burkinabées. Les impacts sociaux et politiques de la découverte sont donc multiples. Les inégalités entre les régions risquent de se creuser si l'exploitation se concentre uniquement sur des zones où les infrastructures sont déjà développées, laissant de côté les régions plus rurales ou marginalisées. La question cruciale reste celle du contrôle. Dans quelle mesure le gouvernement burkinabé sera-t-il capable de maintenir un équilibre entre développement économique et préservation de la souveraineté nationale face aux pressions internationales? Le facteur clé de succès réside dans la transparence et la régulation de l'industrie minière. Si le Burkina Faso parvient à éviter les pièges des concessions à la hâte et des contrats mal négociés, il pourrait offrir un modèle unique à d'autres nations africaines. Mais si l'exploitation se fait sans vision à long terme, les Burkinabés pourraient rapidement se retrouver pris au piège des mêmes dynamiques d'exploitation qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Trois scénarios se dessinent pour le Burkina Faso dans les mois qui suivront la découverte du diamant. Chacun présente des opportunités et des risques, mais aussi des implications profondes pour l'avenir politique et économique du pays. Dans le scénario le plus optimiste, le Burkina Faso réussit à négocier des contrats miniers équitables, permettant une exploitation progressive du gisement tout en assurant une large participation locale. Les bénéfices sont investis dans les infrastructures publiques avec un accent particulier sur l'éducation et la santé. Le pays parvient à créer une industrie de transformation locale pour traiter les diamants, générant des milliers d'emplois directs et indirects. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient un modèle en Afrique pour la gestion responsable des ressources naturelles, attirant des investissements étrangers à long terme. La classe politique reste unie autour de la vision de développement durable et l'optimisme économique se propage dans tout le pays.
Dans un scénario plus réaliste, bien que des progrès significatifs soient réalisés dans l'exploitation minière, les bénéfices sont inégalement répartis. Une grande partie des ressources part à l'étranger et les élites locales s'enrichissent rapidement, exacerbant les inégalités déjà présentes. La classe moyenne, en particulier dans les zones urbaines, bénéficie d'une partie de la prospérité, mais les zones rurales restent largement ignorées. L'industrie de transformation locale prend du temps à se développer, car les investissements étrangers se concentrent sur l'extraction brute plutôt que sur la création d'une infrastructure durable. Si des réformes sont mises en place pour encadrer l'exploitation, elles ne suffisent pas à effacer les tensions sociales croissantes, avec des protestations sporadiques dans les régions non desservies par les bénéfices de l'exploitation. Le scénario le plus sombre envisage une rupture des relations diplomatiques avec les grandes puissances économiques qui refusent de permettre au Burkina Faso de conserver un contrôle total sur ses ressources. Ce climat de tensions internationales se traduit par des sanctions économiques et un isolement commercial. À l'intérieur du pays, la classe politique se divise, des conflits internes éclatent et les luttes pour le contrôle des ressources dégénèrent en violence. Le Burkina Faso se trouve alors pris dans un tourbillon de rivalités internes et de pressions externes, une situation où la richesse du diamant se transforme en malédiction. Ce scénario mène à une stagnation économique, à une baisse des investissements et à une instabilité croissante. Ces trois, ces trois trajectoires ne sont pas immuables, mais la manière dont le Burkina Faso choisira de gérer cette ressource déterminera en grande partie son avenir. Une chose est sûre, les décisions prises dans les prochains mois façonneront la nation pour les décennies à venir. À travers les échos de la découverte de son Gandhi, plusieurs groupes de Burkinabés se retrouvent directement impliqués, chacun voyant dans cette richesse naissante une promesse différente. Pour les jeunes diplômés des universités de Ouagadougou, cette découverte représente un espoir concret de trouver un emploi stable dans un pays souvent marqué par un chômage élevé. Leurs yeux sont tournés vers l'horizon de nouvelles industries où les compétences locales pourraient enfin se traduire en opportunités réelles. Ce groupe, relativement nouveau dans la dynamique économique du pays, semble prêt à prendre en charge le développement d'un Burkina Faso moderne. Les, les syndicats, quant à eux, ont déjà formulé des demandes claires. Une part de l'exploitation doit revenir aux travailleurs locaux, avec des garanties de salaire et de conditions de travail décentes. Ils rappellent que l'exploitation minière a souvent été synonyme de précarité dans d'autres pays africains et exigent que cette fois-ci les bénéfices soient partagés équitablement, avec des retombées visibles dans les quartiers populaires et les zones rurales. Pour les militants des droits humains et les organisations de la société civile, le défi réside dans la gouvernance. Ils insistent sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux afin de prévenir la corruption et la mauvaise gestion des ressources. Ces groupes mettent en avant la nécessité d'assurer une transparence totale dans les contrats miniers et de garantir que le pays ne se laisse pas avaler par les intérêts étrangers. Enfin, le groupe le plus silencieux mais peut-être le plus important est constitué des populations rurales qui se demandent si cette nouvelle richesse aura un impact réel sur leur quotidien. Si elles n'aperçoivent pas rapidement les retombées, leur patience pourrait s'amenuiser. Face aux enjeux colossaux que représente l'exploitation du diamant de Sangandi, le Burkina Faso doit prendre des mesures décisives pour transformer cette découverte en opportunité durable. Le premier chantier est la création d'une autorité minière souveraine. Cette institution, placée sous le contrôle direct de l'État, aurait pour mission de réguler strictement l'extraction et la vente des diamants. Elle serait chargée de négocier les contrats avec les entreprises étrangères, en veillant à ce que le Burkina Faso conserve une part significative des bénéfices et d'assurer que les communautés locales bénéficient directement des retombées économiques.
Le deuxième chantier consiste à développer l'infrastructure locale de transformation. L'idée est de créer des installations de traitement et de fabrication de produits dérivés du diamant, plutôt que d'exporter uniquement la matière brute. Cela pourrait générer des milliers d'emplois dans des secteurs comme la bijouterie, la taille de pierres précieuses et la fabrication de produits industriels, tout en ajoutant une valeur ajoutée aux ressources extraites sur le sol burkinabé. L'investissement dans l'éducation et la formation technique serait clé pour préparer une nouvelle génération de travailleurs qualifiés, capables de soutenir cette industrie naissante. Le troisième chantier serait la mise en place de mécanismes de transparence et de responsabilité, afin de garantir que les bénéfices de cette exploitation ne soient pas accaparés par une élite réduite. Cela inclut la création de plateformes publiques pour le suivi des revenus générés, des audits réguliers et la participation active de la société civile dans la gestion des fonds. La transparence serait cruciale pour éviter les dérives observées dans d'autres pays africains où la richesse minière a exacerbé les inégalités et alimenté la corruption. Ces trois, dé- ces trois étapes sont nécessaires pour garantir que la découverte du diamant ne devienne pas une malédiction, mais un levier pour le développement durable du Burkina Faso. Le moment où Ibrahim Traoré, le regard pensif, la main posée sur la terre de son Gandhi, incarne désormais l'image d'un homme non seulement conscient du poids de la découverte, mais aussi de sa responsabilité. Dans les mois à venir, il devra répondre à la question qui traverse déjà le pays. Comment transformer cette richesse en un avenir solide et partagé pour tous les Burkinabés? Le défi est colossal, mais la voie semble déjà tracée. Traoré a souligné, dès le début, que cette découverte n'est pas une fortune mais une responsabilité. En cette déclaration, il a planté la graine d'une transformation qui pourrait faire du Burkina Faso un exemple, non seulement pour l'Afrique mais pour le monde. Tout au long de l'histoire de Songandi, de l'excitation initiale à la réflexion stratégique qui a suivi, une chose est certaine, la manière dont le pays choisit de gérer cette richesse déterminera son avenir. Ce n'est pas seulement une question d'argent, de croissance ou de développement, mais de préservation de son âme collective. Le diamant, dans sa forme brute, est une promesse. Mais c'est la manière dont le pays le façonnera, tout comme Ibrahim Traoré l'a suggéré, qui donnera véritablement forme à l'avenir du Burkina Faso. Le destin du Burkina Faso, comme celui de toute nation, repose sur la manière dont elle choisit de façonner son avenir à partir des événements majeurs qui la traversent. Le diamant découvert à Songandi n'est pas seulement une ressource minière, mais un symbole puissant des choix qui se dessinent devant chaque Burkinabé. Ce moment historique nous invite tous à réfléchir non seulement à la richesse qu'il pourrait apporter, mais aussi aux valeurs qui doivent guider son exploitation. Aujourd'hui, le Burkina Faso est à un carrefour, entre une exploitation rapide et une approche plus réfléchie et équitable. Les décisions prises aujourd'hui façonneront la nation de demain. Nous devons tous nous interroger. Quel type d'avenir voulons-nous pour nos enfants? Le Burkina Faso peut-il devenir un exemple de gestion responsable ou sombrer dans les dérives déjà vues ailleurs? C'est à nous, collectivement, de décider. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, discutez-en et surtout, restez engagés dans le processus de transformation de notre pays. La richesse de la Terre appartient à tous, mais c'est notre action collective qui déterminera son véritable sens.